Bienvenue à Espace Public, une nouvelle émission où les gens d'ici peuvent échanger, découvrir, apprendre et rencontrer des gens passionnés. C'est le cas de notre chroniqueuse Magali Roy, qui est passionnée d'art. Elle nous parle du projet Les Arts de la rue, qui implique des jeunes, où on a réussi, imaginez, à rendre attrayants des piliers de viaduc. La Bibliothèque de Saint-Georges fête ses 20 ans cette année. Elle s'est agrandie, adaptée avec, entre autres, la location de livres électroniques. Mais retour au point de départ avec celui qui a été au cœur du projet. M. Marcel Grondin sera avec nous un peu plus tard. Notre ami Guy-Paul Côté nous présente Alexandre Taillefer, qui est un homme d'affaires et un passionné d'art. Mais tout d'abord, parlons environnement avec Audrey Paquette. Bonjour Audrey. Allô Geneviève. Alors, c'était la rentrée, ça s'est bien passé chez vous? Oui, ça s'est très bien passé, très vite, mais bien. Oui, j'imagine pour toi aussi, Geneviève. Toujours un petit peu la folie. Exactement. Quand on parle de la rentrée, évidemment, on parle du retour de la fameuse boîte à lunch. Est-ce que, comme on parle environnement avec toi, est-ce qu'il y a moyen de rendre la boîte à lunch complètement écolo? Oui, en fait, il y a plein de petits trucs que les gens connaissent probablement déjà. Mais ça fait du bien des fois de faire un certain rappel. Hein? Ouais. Surtout en début d'année scolaire, on reprend la routine, autant pour les parents, pour les enfants, de reprendre la petite routine de la boîte à lunch et pourquoi pas se donner l'objectif d'en faire une boîte à lunch plus écologique. Parce que est-ce que tu savais que Geneviève, les Québécois produisent l'équivalent de 5 millions de sacs à ordures par jour? C'est beaucoup. En moyenne, exactement, c'est beaucoup. Donc, pourquoi pas au quotidien, justement, et par le biais de notre boîte à lunch, faire l'effort écologique, en fait, pour réduire les matières résiduelles enfouies. Le point de départ, ce serait la boîte à lunch elle-même. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est important? Ça serait vraiment de se procurer un sac à lunch. Éviter d'utiliser à ce moment-là les boîtes à lunch, les sacs de plastique ou les sacs de papier brun comme boîte à lunch. Souvent, bon, c'est pas très hygiénique. Et deuxièmement, aussi, c'est des choses que, une fois souillées, ne peuvent pas être récupérées. Donc, ça s'en va directement à la poubelle. Donc, ça, c'est la première étape. Et on peut s'en procurer dans tous les magasins grande surface, autant pour les enfants que les adultes. Là, on retrouve plusieurs modèles. Alors, à ce moment-là, on lave le soir et voilà, c'est prêt à réutiliser par la Effectivement. suite. Puis souvent, ça peut être bon pendant 1 an, 2 ans, oui. tout dépendant de l'usage qu'on en fait. La deuxième étape, évidemment, c'est de s'assurer d'utiliser des contenants qui sont récupérables, qui sont réutilisables. Donc, comme ici, j'ai apporté un contenant qui est très pratique. Donc, il y a plusieurs compartiments. Alors, on peut mettre des fruits, des légumes, on peut mettre un sandwich. Donc, ça, c'est très... au lieu d'utiliser là, les fameux sacs de type Ziploc, là, puis des fois, on se retrouve avec 4 ou 5 dans notre boîte à lunch. Donc, on utilise plutôt des contenants qui sont récupérables. Même chose pour les ustensiles également. Donc, des ustensiles qui sont récupérables, qui vont directement au lave-vaisselle, donc qu'on peut réutiliser à chaque jour. Alors, c'est moins dispendieux qu'acheter toujours des petits sacs de plastique et c'est plus écologique à ce moment-là. Je vois aussi la fameuse gourde parce qu'on va mettre des petits jus dans le lunch, mais à ce moment-là, on peut être écolo là-dessus aussi. Exactement. Donc, on sait que les petites boîtes de jus, oui, c'est récupérable, mais souvent, notre enfant ou même nous, on ne se donne pas de la peine, soit au bureau ou à l'école, de faire le rinçage pour l'envoyer au recyclage et souvent, ça s'en va aux poubelles. Donc, c'est bien de se procurer une petite gourde qui est étanche, donc à mettre dans notre boîte à lunch. Et on peut mettre le breuvage qu'on veut à ce moment-là là, dans notre boîte à lunch et c'est encore plus écologique. Je vois aussi que tu as amené la petite serviette de table. On Exactement. va la mettre dans le lunch pour que notre enfant, bon, se débarbouille, mais il y a autre chose. Bien oui, parce que ça, évidemment, encore là, ça s'en va aux poubelles directement après un seul usage. Donc, le truc, c'est peut-être de prendre une petite débarbouillette qu'on peut mouiller préalablement pour notre enfant, qu'on met dans un petit sac et qui se lave à tous les soirs dans la laveuse. Donc, on peut en mettre une nouvelle le matin. Donc, encore là, ça nous permet. Il existe aussi tout plein de petits contenants, donc d'éviter d'utiliser des emballages qui sont des choses qui sont pré-emballées à l'épicerie. Par exemple, toutes les choses individuelles. Exactement, toutes les choses individuelles. Donc, les petits yogourts, les petits fromages, les fruits et les légumes, oui, ça nous sauve beaucoup de temps. On s'entend qu'en tant que papa, en tant que maman, toutes les deux, on sait que ça va vite dans une semaine. Mais l'idéal, c'est vraiment de se procurer des petits contenants. Donc, les fromages, on peut les couper. Nos fruits et légumes aussi, on prend le temps de les couper, de les mettre dans des contenants d'hiver à ce moment-là. D'un, c'est beaucoup moins dispendieux de faire ça comme ça. Et de deux, on évite à ce moment-là d'utiliser du suremballage et d'envoyer ça directement aux ordures. Donc, on achète en gros et on met dans des petits plats, Exactement, tout simplement. exactement. Là, on parlait de nos enfants, de la rentrée, mais il y a moyen aussi, en tant que parent, d'être écolo au travail. Oui, au bureau, la fameuse machine à café, hein, on se retrouve souvent le matin avec nos collègues de travail auprès de la machine de café. Donc, pourquoi pas s'apporter une tasse de la maison en céramique,
une cuillère au lieu d'utiliser les bâtons de bois ou les bâtonnets de plastique qui vont encore là directement aux poubelles et les super gobelets de styromousse ou de carton qu'on utilise au bureau. Donc, pourquoi pas monter un petit comité environnement, se procurer, faire un petit budget pour se procurer à ce moment-là des tasses en céramique, des cuillères qu'on met tout près de la machine à café. Dernier petit truc, peut-être, on parlait tantôt de la serviette de table, mais pour les parents, on peut emmener un apron aussi au travail? Oui, exactement. Donc, un apron de tissu qu'on peut plier, mettre directement dans notre boîte à lunch. À ce moment-là, ça évite de prendre des essuie-tout, comme napperon là, lors de notre heure de dîner. Donc, écolo à l'école, écolo au travail? Oui. Est-ce que vous l'êtes à votre travail? Écolo? Pas toujours. Pas toujours. Je serais curieuse aussi de faire le tour des postes de travail de notre équipe. Je ne sais pas si tout le monde est écolo, mais on pourra peut-être faire le tour. On pourra aller vérifier. Oui, exactement. Oui, après l'émission. Faire un petit test. C'est-tu aussi pour garder à la fraîche aussi, le sac de... Oui, c'est fait pour ça également. Là. Oui. Oui. Parce qu'on sait que des fois, ça peut rester plusieurs heures, le sandwich et tout ça. Exactement, Donc, oui. C'est au niveau de la fraîcheur, c'est important aussi. C'est des trucs simples qu'on va appliquer dès maintenant. Merci beaucoup, Audrey. Merci Geneviève. À la prochaine. Oui, tout à fait. On va faire une courte pause et tout de suite après, Guy-Paul Côté est avec nous. Il nous présente Alexandre Taillefer. Près de vous, unique et accessible. Télécogeco, c'est vous. Télécogeco, votre région au 555. Bonjour, Guy-Paul. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous-même. Oui. Vous avez rencontré Alexandre Taillefer, puis vous l'avez fait dans un contexte bien, bien précis. Bon, oui, quand il est venu donner sa conférence ici. Et c'est un homme tout à fait exceptionnel parce que c'est un passionné d'art, c'est un passionné aussi de vin, c'est un collectionneur. Mais ce qui m'a apporté le plus, je pense, dans cette entrevue, c'est la culture, c'est un investissement. On sait qu'au niveau de notre cerveau, pour l'alimenter, du côté gauche, c'est l'éducation et du côté droit, c'est la culture. Ah! Donc, pour que quelqu'un soit heureux de ça, allons voir ce qu'il nous a dit justement, Oui. puis on en reparle après. Parfait. Et il se trouve que l'éducation, ça nourrit la partie gauche du cerveau. Il y a deux parties à notre cerveau, hein? Oui. Il y a la gauche, puis il y a le droit. Si vous voulez être quelqu'un d'équilibré, bien, ça vous prend de la nourriture pour le côté droit. Et la culture, bien, ça tombe bien parce que c'est ça la nourriture pour le côté droit. La culture, c'est un investissement dans le cerveau au même titre que l'éducation. La culture est un investissement dans le développement de nos citoyens. Ça les rend plus créatifs, ça va leur permettre de voir le monde différemment, ça leur permet d'être plus heureux. Les entrepreneurs doivent se rendre compte, les gens d'affaires doivent se rendre compte que plus la société autour d'elles, autour d'eux, va être heureuse, plus cette société-là va être formée, éduquée, plus la société va s'enrichir collectivement, plus les entrepreneurs vont être en mesure de faire de l'argent. La productivité est directement reliée au bonheur des citoyens. Et qu'est-ce qui affecte le bonheur du citoyen? En grande partie, l'éducation et la culture. C'est le fun de vous entendre dire ça. Est-ce qu'il a été très impressionné de voir quand même comment ça se développe ici pour Ville-Saint-Georges? Oui, puis de voir l'intérêt qu'on a pris d'aller justement pour avoir ici à Saint-Georges développer justement ces aspects-là. Et ce qui semblait très intéressant, parce que dans les discussions avec lui aussi par après, c'est au niveau des étudiants. Je pense qu'il est intéressant, c'est de développer cette culture-là. Ici, dans la région, on se dit, bon, la culture, oui, c'est correct.
Tu sais, on est des entrepreneurs, Ouais. un milieu d'entrepreneurs. Mais si on saisit bien ce qu'il nous a dit, la culture, c'est un milieu d'entrepreneurs aussi. Et on devrait encore mettre plus d'emphase là-dessus. C'est de la création. Ouais. Et nos jeunes, aujourd'hui, en éducation, je pense qu'il va falloir faire des efforts là-dessus aussi. Là. Puis il y en a beaucoup. Comment de jeunes qui sont très créatifs, qui sont rendus des gens extraordinaires. Exact. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Mais ça, c'est un discours hyper inspirant parce que c'est quelqu'un qui valorise l'art. Des fois, on va arriver avec des gens qui sont un petit peu frileux à mettre de l'argent dans ce domaine-là et tout ça. Mais Ouais, lui, mais il va arriver avec tout le contraire. Il faut dire là. qu'Alexandre, c'est un homme d'affaires aussi. Aussi. Qui a connu des faillites aussi, qui s'est redressé. Non, il y a tout un parcours. C'est épouvantable. J'en ai ici, là, j'en aurais pour 2 pages à vous dire. Bon, c'est surtout dans les nouvelles technologies qui a développé. Il y a même une station de radio de musique classique qui appartient. Il y en a 2, 3 stations. Il est dans plein de domaines. Il est dans plein de domaines. Et c'est un intérêt particulier qu'il a d'un entrepreneur. Mais un entrepreneur, ça n'a pas de hier. Ça peut aller dans n'importe quoi. Oui. Moi, je pense que, en tout cas, dans notre région, moi, c'est mon opinion à moi, là, on a peut-être un petit peu trop de hier à un moment donné. Il faudrait regarder ce qui se passe Faudrait ailleurs, regarder s'en inspirer. S'en inspirer, puis développer nos choses ici aussi. Oui. C'est une belle rencontre que vous avez faite. Ah, Puis vous allez en faire extraordinaire. plein aussi tout au long de la Extraordinaire. saison. Parce qu'il est président de plein de conseils d'administration. En art, c'est un collectionneur. Mais c'est un collectionneur d'art sombre. Ce qu'on ne connaissait pas de Oui. cette personne-là. Hein? Quand Un on autre le regarde, côté. on dirait qu'il est très... Non, un peu d'art sombre. C'est un collectionneur de vin aussi. Donc, je pense qu'il aime ça, se promener dans différentes sphères, d'aller voir les réactions des gens. Et je sais aussi qu'il va avoir... il laisse les dragons, là. Puis il va Pour avoir se sa concentrer sur autre chose. propre émission Explora, qui est Alexandre et ses conquérants. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui vont venir démontrer leur talent, essayer de faire connaître ce qu'ils vont développer dans les années futures. En terminant, Guy-Paul, vous allez faire plein de belles rencontres tout au long de la saison, puis vous allez venir nous revoir pour nous en Oui. parler, entre autres. Vous allez aller voir les gens de la Guadeloupe. Oui, on va sortir beaucoup. OK. Je vais en reparler plus tard Oui, oui. de ça. Mais ce que je veux aussi, c'est qu'on va faire développer, on va présenter des personnalités qui n'ont peut-être pas été mis à jour tant que ça au niveau de la population, qui font des choses extraordinaires. Vous allez les mettre en lumière. J'en ai un que tu vas rencontrer tantôt, là, Oui, Marcel, ben, en fait, Marcel Grondin. Oui, à l'instant. Quand je vais le faire connaître sur d'autres angles que Tout les à personnes fait. ne connaissent pas. Et Louis Thibodeau, que je vais faire connaître sur un autre angle aussi que les gens ne connaissent pas. Plein de choses comme ça. Merci beaucoup. De Puis on rien. va se revoir aussi. Absolument. Tout à fait. Je vous présente maintenant un homme qui a participé à un projet majeur pour la ville de Saint-Georges il y a 20 ans. Alors, je vous présente M. Marcel Grondin. Bienvenue. Alors, bonjour. Alors, on va parler d'un projet qui fête ses 20 ans cette année, celui de la bibliothèque à Saint-Georges. Et fait quand même très intéressant, on a été une des dernières villes au Québec, Ville Saint-Georges, à se doter d'une bibliothèque. C'est assez surprenant. Oui, pour une ville de 30 000 de population, là, on n'avait aucune bibliothèque. C'était vraiment, là, on partait à zéro. Oui. Bien, c'est peut-être... Le pourquoi qu'il n'y avait pas de bibliothèque à Saint-Georges, c'est parce qu'il y avait Saint-Georges-Ouest, Saint-Georges-Ouest. Il y avait une petite rivalité, c'était pas évident. Alors, qui allait faire la bibliothèque? Ouais. C'était la question. Mais avec la fusion de 1990... Ça a tout réglé. Ça a réglé le problème. OK. Est-ce qu'il a fallu négocier pour le bâtiment dans lequel, on a toujours la bibliothèque, c'est le même bâtiment depuis le départ. Comment ça s'est fait, justement, au début, les négociations et tout ça? Est-ce que ça a été facile? Ça a été assez facile. On avait eu une information au niveau de l'hôtel de ville, le fait que les Sœurs du Bon Pasteur seraient peut-être... Le bâtiment serait disponible, il serait prêt à le vendre. OK. Mais pour un projet qui serait communautaire puis qui servirait à l'ensemble de la population. Fait qu'on a rencontré Sœur Denise Audrey, qui était la directrice générale de la congrégation des Sœurs du Bon Pasteur. Et puis de faire part de notre intention. On dit, bon, le projet, ce serait 2 étages bibliothèque, un étage centre d'art, puis le 4e étage pourrait servir à la Société historique. J'imagine qu'ils ont aimé l'idée. Ils ont aimé l'idée, Ouais. et puis là, on a négocié. On a eu, je dirais, 4-5 rencontres, puis on s'est entendu sur un prix à 250 000 $. On achetait le bâtiment. Mais il y avait certaines conditions. Il fallait garder les statues en avant. Il fallait aussi garder la chapelle comme elle était là. OK. Et si on voulait faire des modifications dans la chapelle, il fallait avoir l'approbation des Sœurs du Bon Pasteur.
Ils ont voulu être dans le projet, en quelque sorte. Rester un petit peu là, greffé à tout ça. Bien, eux autres, il y avait, si on prend, il y avait la bibliothèque qu'on connaît aujourd'hui, Oui. et il y avait aussi le couvent du Mont-Pasteur Oui. qui était en arrière, puis eux autres, ils étaient résidents en arrière. Donc, ils avaient accès, eux autres, à la chapelle par le bâtiment, parce que c'était un bâtiment qui était mitoyen. Il y avait Oui. juste un mur qui séparait. Et dans la négociation, bien là, il fallait s'assurer que Ville-Saint-Georges soit propriétaire de son côté, puis les Sœurs du Bon-Pasteur restaient propriétaires de l'autre côté. Donc, il fallait tout modifier Pour que tout le la monde soit plomberie, content. puis qu'on a chacun nos affaires. Ouais. C'est un vieux bâtiment, quand même. C'est un bâtiment Vous qui a avez des été... petites surprises? Oui, mais c'est un bâtiment qui a été construit en 1926. OK. L'ancien couvent avait passé au feu en 1923 et ça a été reconstruit en 1926. Et puis là, bien, c'est sûr que quand on a fait faire les plans et devis, on avait fait faire des tests au niveau des planchers, où tout était correct. Et puis avant de commencer la construction, bien, on a eu aussi des petits problèmes, pas des problèmes. On a fait faire des plans et devis. Des ajustements? Et puis on devait envoyer les plans au ministère de la Culture pour qu'ils nous donnent leur approbation, leurs commentaires surtout. Et puis ça faisait au moins un mois qu'ils avaient reçu les plans, puis on n'avait pas eu de commentaires, fait qu'on se préparait à l'appel d'offres. OK. Alors quand on fait l'appel d'offres, 2 jours avant l'ouverture de soumission, l'architecte du ministère m'appelle, il disait « Il faudrait se rencontrer, il y aurait peut-être des modifications à faire dans vos plans. » 2 jours avant? 2 jours avant Oh. l'ouverture. Alors il dit « Pensez pas que vous êtes en retard un peu? » Bien, ils ont dit « En tout cas, il faudrait absolument se rencontrer. » Fait qu'on s'est rencontrés le lundi matin. Et là, ils nous ont montré le commentaire. Puis là, c'est vrai que ça avait du bon sens. Ah, ça avait de l'allure. Ça avait du bon sens. OK. Fait que là, on dit, je fais venir les ingénieurs, l'architecte, on dit, regarde, il faut faire des modifications. Et là, les modifications, mais c'est tu refais pas mal de planches de plans. Et bien, ça a coûté une dizaine de mille dollars pour refaire les plans et retarder l'appel d'offres une semaine et demie, le temps de refaire les plans. Et ça a été une bonne décision. Là. Oui, il fallait faire ces changements. Il fallait le faire, ça, c'est absolument. Est-ce que vous avez dû faire face à des dépassements de coûts? On sait quand on parle de construction et tout ça, il y a souvent des dépassements de coûts. Si vous avez respecté votre budget? On a respecté le Ouais. budget. Mais pour la construction comme telle, c'était dans le temps, c'était le maire Paul-Henri Lacasse qui était là. Et il m'avait dit, le projet, c'est toi qui vas le mener à terme. Et tu as 1,5 million d'argent pour Pas plus. la rénovation OK. du bâtiment, pas plus. Fait que là, on venait de manger 10 000 là, à Vous avez un trou dans votre budget, à là. modification et plan. Et puis, on a eu aussi une surprise là, quand on a commencé les travaux. Au niveau du rez-de-chaussée, là, on avait fait faire des tests au niveau de la dalle de béton, savoir si OK. tout était correct. Puis les endroits où il avait fait des tests, tout était beau. La dalle de béton avait, je dirais, mettons, 6 pouces de kit. Et dans une des sections, à un moment donné, quand le plombier est venu pour faire des travaux, il arrivait avec son jack drill. Puis en mettant le jack drill, il a passé à travers du plancher. Oh, Il y avait un pouce d'épais. problème à l'horizon. Problème. Oui. Fait venir l'ingénieur m'appelle, il vient voir qu'est-ce qui se passe. Je regarde ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde, on coule une dalle de béton, n'a pas le on choix. commence. Fait que c'est un autre 10 000. Mais c'est comme Mais ça, hein? C'est ça. Ouais, puis on Mais c'est un avance vieux tranquillement. bâtiment, mais on a respecté le budget. Puis c'était clair que si la soumission sortait plus que 1,5 million, il n'y avait pas de problème. OK. Donc, il fallait vraiment rester dans des balises assez serrées à ce moment-là. Oui. Et puis là, avant d'aller en appel d'offres, là, je fais une réunion avec l'architecte puis les ingénieurs. Puis on a dit, bon, ben on a 1,5 million de budget. Fait que les autres nous donnent les estimés. On dit, bon, on est à 1,9 million des estimés. Hey, ça ne marche pas. Ça là. marche pas, là. J'ai dit, si on part les estimés à 1,9, quand on va ouvrir la soumission, là, ça ne marchera pas. Ça fait que là, on s'est rassis encore une fois. Puis là, on a fait tourner les pages de plan. Puis on regardait les choses qui étaient importantes, pas importantes. Puis on a coupé pour 400 500 000 là, de... Donc, ça se Avant. fait couper dans des budgets puis arriver justement Oui, dans ça des... se fait. Ça se fait. il devait y avoir des... Si le monde se pose la question pourquoi il n'y a pas d'escalier qui Oui. monte, parce qu'il y a l'ascenseur, mais il y a les escaliers de secours de chaque côté, Oui. mais il n'y a pas d'escalier pour monter dans les étages. Alors, l'escalier coûtait 200 000 Fait que là, j'ai dit à l'architecte, aux ingénieurs, j'ai dit 95 du monde, ils prennent l'ascenseur, fait qu'on enlève les escaliers. On enlève l'escalier, puis dans ce temps-là, on va Donc, on rentrer venait de dans sauver le 200 000. budget. Ah! Alors là, ça rentrait dans le budget. Quand vous regardez maintenant la bibliothèque avec toute son évolution, puis à quel point elle s'est adaptée, est-ce que vous êtes fiers de votre projet? Bien, c'était un beau projet, puis c'était un projet qui a été apprécié par la population, parce que je dirais, il y a au moins 2000 personnes par semaine qui passent à la bibliothèque, puis c'est toujours en progression. Et puis là, bien, on parle possiblement d'agrandissement, mais ça, il faudrait peut-être poser la question à M. le maire. Oui, exactement, parce que la vers population est grandissante, donc il faut s'adapter. C'est ça. Quand on se compare, parce qu'on se disait en début d'entrevue que Ville-Saint-Georges a été une des dernières villes au Québec à se doter d'une bibliothèque, mais quand on se compare maintenant, c'est pas gênant?
Non, parce que quand on est parti de zéro, mais quand on a fait le projet, on est parti de zéro, mais quand on l'a fait up-to-date. Donc, on était là, en 1995, là, on était pile dans la braquette, si vous voulez, là. Donc, on a de quoi être en termes d'espace puis de volume d'espace qu'on avait, là. Fait que, Ouais. et aujourd'hui, bien là, c'est sûr que la population augmente, les volumes, on a plus de volume. Ça continue d'évoluer. Ça continue, puis il faut que ça continue. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Grondin. Merci. Aujourd'hui, à l'émission, c'est l'art sous toutes ses formes. Magali Roy est avec nous dans un instant pour discuter du projet Les Arts de la rue. Faites comme Martine et laissez-nous vos commentaires. Allô, c'est Martine. Je voulais vous dire que c'était super le fun de voir ma nièce Frédéric à Télé Cogeco. En passant, Frédéric, c'est la fille qui travaille au bureau d'information touristique. Vous désirez vous aussi voir la performance de l'agente du bureau touristique? Syntonisez Télé Cogeco sur demande au canal 602. Vous pourrez voir et revoir vos émissions préférées. Retour maintenant sur le beau projet Les Arts de la rue avec Magali Roy. Bonjour Magali. Salut Geneviève. Quel beau projet. Oui, vraiment. Pour les jeunes? Oui, c'est la Ville qui a monté comme un concours pour les 15-24 ans qui pouvaient participer pour essayer de faire une murale. Et là, on voit, c'est sur le viaduc Josaphat Poulain. C'est quand même assez osé comme projet, je trouve. Sur le viaduc, oui, mais tu sais, des fresques sur des gros bâtiments, il y en a ailleurs. Puis, dans le fond, pourquoi pas en faire profiter la Ville ici? Quoi qu'il n'y en a pas ici à Saint-Jean. Oui, c'était le temps. c'est Mais vrai. en même temps, il y en a une aussi. On n'en parle pas, mais où Place Bureau, là, C'est ils ont vrai. fait une très belle fresque. Oui. Moi, je trouve que c'est attrayant, ça peut attirer les enfants. Je trouve que c'est une bonne idée, justement, revitaliser la première avenue, le centre-ville. Il y en aurait plusieurs à faire. On pourrait l'utiliser. Ça, c'est un autre débat. Mais si on revient là-dessus, donc, il y a eu 14 personnes quand même qui ont soumis des projets. On en choisissait 7 et ils se méritaient une bourse de 250 $ et il y avait un prix coup de cœur. Les gens pouvaient voter pour leur fresque préférée. Et associé à ça, il y avait aussi un concours parce que si vous allez vous promener de ce côté-là, là, si vous ne les avez pas encore très vus, beau. C'est beau. c'est beau. Mais en plus, vous remarquerez qu'il y a des petits textes qui sont avec les peintures. Et ça, ben, ça a été un truc de jumelage. Et c'est Mme Solange Thibodeau qui va nous en parler dans la petite entrevue que j'ai faite avec elle. On voit derrière nous les belles fresques. C'est ton idée à toi? Ça t'est venu d'où, cette idée-là? Bien, tu sais, on parle de revitaliser le centre-ville. On est en plein centre-ville ici. Et puis, j'ai pensé à une clientèle qu'on ne sollicite pas souvent, les jeunes. Puis, ils sont remplis de talent. Ils veulent. Alors, je me suis dit, pourquoi pas leur donner l'opportunité de nous faire quelque chose? Puis, regarde ce qu'ils ont fait. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, toi, ça t'est venu comme ça, tu t'es dit, tiens, on va peindre là-dessus. Mais avais-tu vu ça quelque part puis ça t'a donné une idée? Je sais pas, je pense que c'est sur Facebook que j'ai vu les arts de la rue. Bien, on connaît tous ça un peu. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi qu'on le ferait pas dans notre ville, finalement? Qu'est-ce qui était intéressant, c'est que ça a été jumelé avec un concours linguistique avec le musée Marius Barbeau. Et donc, on a combiné ensemble des artistes visuels et avec des artistes de la langue. Et puis, je sais qu'il y avait des parrains jumelés avec chacun de ces jeunes artistes-là. C'était soit des artistes et ou professeurs d'art plastique. C'était quoi leur rôle spécifique là-dedans? C'était surtout artistes et artisans de Beauce qui étaient là, jumelés avec eux. Et leur rôle, c'était de les appuyer, de les guider peut-être, de leur donner des idées, de les encourager et surtout des belles échanges, finalement. Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir par ce projet-là, de revitaliser la ville, j'imagine? Y avait-tu autre chose là-dedans? Bien, de voir qu'on a des jeunes artistes qui sont remplis de talent. Puis il faut les encourager à aller plus loin parce qu'on a des artistes de tous âges. Et puis j'espère que la ville va aller encore plus loin dans ça. Mais je pense que oui, parce qu'on déjà on est en train de regarder si on n'aurait pas un autre endroit où on pourrait faire les arts de la rue pour l'an prochain. Donc, ça se peut qu'il y ait une deuxième édition. Bien sûr qu'il y aura une deuxième édition. Et si vous avez des idées, bien laissez-nous les savoir.
Et Magali, c'est quand même un projet d'envergure. On n'a pas laissé les jeunes comme ça devant les piliers de viaduc. On les a quand même bien entourés. Oui, mais là, on a parlé là-dedans qu'il y avait des parrains ici, mais à la base, on avait un président d'honneur qui s'appelle Fluc. Lui, c'est un artiste graffiteur du côté de Montréal, surtout, mais en fait, il est vraiment partout dans le monde, maintenant, il est très reconnu. Il travaille pour le Cirque du Soleil, pour Smirnoff, pour Volkswagen. Et moi, évidemment, j'ai retenu la facette, il fait les vitrines des Simons. Lui et son équipe, parce que lui, il a parti le A-Shop. Et le A-Shop, c'est d'autres graffiteurs aussi qui créent des œuvres comme ça. Puis si on va se promener sur le centre-ville, dans le centre-ville de Montréal, on en voit plein là, sur les édifices. Là. Je trouve qu'on est loin du graffiti illégal où les gens se faisaient, arrêter et tout ça. Là, on valorise même cet art-là. Bien, lui, c'est surtout ça qu'il voulait faire valoir, dire que c'était pas juste ça. Là. Des fois, on va dire graffiti, puis là, le monde va dire des voyous dans la nuit qui vont écrire des tags. C'est vrai. Mais c'est pas ça, là, c'est plus que ça, c'est un art maintenant, puis c'est vraiment de toute beauté, puis il y en a de tous les styles aussi. J'aimerais ça que tu nous parles du point de vue technique, parce que tu es une artiste, toi aussi, d'arriver avec un croquis, un dessin qu'on a fait sur une feuille, et là, de le faire sur un pilier de viaduc comme ça. Est-ce qu'au niveau du défi, ça demande quand même... c'est pas facile. Là. Non, mais puis il n'y a pas juste le défi de grandeur, il y a le défi de matière aussi. C'est pas la même matière que sur une toile, que sur un papier. Puis c'est sûr que là, le mettre plus grand, c'est différent. Eux travaillaient à la peinture acrylique. Puis il y avait le choix aussi de faire du figuratif ou de l'abstrait. C'est sûr qu'à la peinture, c'est pas pareil qu'à la bonbonne. Parce que souvent, les graffiteurs vont travailler avec des bonbonnes. Là, c'est une technique qui ne s'apprend pas... en 1 heure ou 2. C'est quelque chose qui sont vraiment pratiqués pendant longtemps. Mais eux sont allés avec la peinture acrylique et ça a donné des super beaux résultats. Mais c'est sûr qu'ils ont dû trouver ça plus difficile d'arriver. Avec le recul, tu as moins de recul, tu es vraiment dans ton œuvre. Là. Toi qui as voyagé aussi, qui voit et qui consomme beaucoup d'art, d'arriver avec un projet comme celui-là pour Ville-Saint-Georges, c'est hyper positif. Oui, hein? Moi, ça m'a beaucoup animée. J'étais vraiment contente. Je trouvais que c'était le temps que ça arrive. Parce que je regarde des places où, puis en plus, ce qu'on entendait tantôt d'Alexandre Taillefer quand il dit « les gens pour être heureux », moi, ça me parlait, ça me parlait beaucoup. Puis c'est vrai, quand tu vas dans une ville, on regarde juste la promenade Champlain à Québec, c'est plein de sculptures. Les gens se promènent là, pique-niquent là. Tu sais, c'est attirant. On va avoir le goût juste de se retrouver dans cet endroit-là parce qu'il y a de l'art tout autour de nous. Même chose qu'au centre-ville, des fois, c'est que du béton. Bien là, tu te promènes, tout à coup, tu vois une grosse fresque colorée. Je trouve que c'était le temps qu'on amène ça. Puis il reste plein de place à Saint-Georges pour en mettre. Exactement. Les gens peuvent apporter leurs suggestions. Puis c'est une belle imprégnation de la personnalité. Oui, on leur donne vraiment les jeunes couleur. ont une personnalité, hein? On ne va pas la chercher, leur personnalité. On ne leur laisse pas l'initiative de le faire. C'est une façon d'impliquer les gens aussi. Puis c'est ça, lui, au départ, qui voulait aussi, Flux, qui a parti ça, c'est de dire les jeunes ont des choses à dire, on va leur laisser une place pour le faire. Autre chose que j'aimais beaucoup aussi, dans le même ordre d'idée qu'Alexandre Taillefer, c'est que, tu sais, on veut que les gens apprécient la culture, qu'ils trouvent ça pertinent, mais il faut qu'ils aillent dans les musées, dans les galeries. Là, on l'amène à eux. Ils n'ont même pas besoin de se forcer. C'est devant eux, ils marchent puis ils le voient. Fait que je trouve que ça va encore plus aider les gens à aimer la culture puis avoir soif de ça. C'est très accessible, ça rend les milieux très vivants aussi. Tout à fait. Exactement. Puis ça devient une attraction en soi. Là. Aussi. Ben oui, quand on regarde là, ce qui s'est fait avec les sculptures, tout ça, qu'on a tout ça, on a plein de gens qui viennent les voir, qui émettent leur opinion, tout ça, c'est correct. Oui. Oui, c'est le fun de se promener dans ce coin-là aussi, c'est autre chose. Bien, merci. Il y a plein de murs là, qu'il faut qu'on décore. Oui, on va lancer des suggestions. Je suis certaine que la Ville va accueillir ça à bras ouverts parce qu'on le disait, une autre édition. Sûrement une deuxième édition. Bien, merci à vous, en studio, d'avoir passé ce beau moment avec nous. Il y a quelque chose que Marcel nous a pas dit. Pour la réalisation de la bibliothèque, as-tu eu des subventions, Marcel? Oui, on a eu 2 millions de subventions. C'était des subventions qui, au départ, devaient venir du ministère de la Culture, mais le ministère de la Culture était dans une période où il y avait beaucoup de projets d'immobilisation, mais il n'y avait pas d'argent. Alors, Jean Chrétien, en 1994, a sorti un premier programme pour relancer l'économie de 2 milliards d'infrastructures Canada-Québec, et on a passé le projet dans ce programme-là. Ça a bien cadré. Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci Geneviève. Pour vos commentaires ou suggestions. Communiquez avec nous aux coordonnées qui figurent à l'écran. À bientôt.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.